Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte qui a vraiment, mais vraiment changé la donne pour les droits humains à l'échelle mondiale, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou la DNUDPA. C'est bien plus qu'un simple document, vous allez voir, c'est l'aboutissement d'une très longue lutte et sa portée est immense. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut regarder les chiffres. Et attention, c'est vertigineux. 476 millions de personnes. C'est la population autochtone dans le monde. Pour se donner une idée, c'est plus que la population des États-Unis et du Canada réunis. Et derrière ce chiffre, il y a une mosaïque de plus de 5000 cultures uniques, chacune avec son histoire, sa langue, sa vision du monde. Bref, une richesse incroyable pour l'humanité. Une richesse incroyable donc. Mais, et c'est là que ça se complique, derrière cette diversité, il y a une réalité qui est souvent brutale, la violation de leurs droits les plus fondamentaux. Et la question devient alors cruciale. Comment est-ce qu'on protège ces peuples à l'échelle mondiale? C'est le défi immense auquel cette fameuse déclaration tente de répondre. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Cette fameuse DNUDPA, qu'est-ce que c'est au juste? On va décortiquer ensemble ce texte fondateur. En gros, la DNUDPA, c'est la référence. C'est l'outil le plus complet qu'on ait au niveau international pour garantir la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, ce qui la rend unique, c'est qu'elle n'a pas été écrite dans une tour d'ivoire par des bureaucrates. Non, elle a été co-construite mot par mot avec les représentants autochtones eux-mêmes. C'est leur voix, leur expérience qui résonne dans chaque article. Alors attention, petit point juridique, je sais ça peut faire peur, mais là c'est super important de comprendre la nuance. La DNUDPA, ce n'est pas un traité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ça veut dire qu'un pays ne peut pas être traîné devant un tribunal international s'il ne la respecte pas à la lettre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de poids, loin de là. Son autorité politique et morale est immense. Il faut la voir comme une boussole qui guide les États, les juges, pour interpréter les lois qui existent déjà. Bon, on s'en doute, un texte comme ça n'apparaît pas d'un coup de baguette magique. Son histoire, c'est celle d'une lutte acharnée, d'un combat qui s'étend sur près d'un siècle. C'est un véritable marathon, cette histoire. On remonte jusqu'en 1923, vous imaginez? Un chef Haudenosaunee qui traverse l'Atlantique pour aller se faire entendre à Genève. Ensuite, des décennies passent. Il faut attendre 1982 pour que l'ONU lance enfin le projet de rédaction. Et puis, plus de 20 ans de négociations, de débats acharnés, pour arriver à l'adoption en 2007. Et même là, ce n'était pas fini. Le Canada, par exemple, a d'abord dit non avant de faire une volte-face complète en 2016. Une véritable saga. Et ce vote de 2007, alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un véritable raz-de-marée. On a 144 pays qui disent oui, et face à ce consensus massif, il y a seulement 4 pays qui votent contre. Et l'ironie, c'est que ce sont des pays avec d'importantes populations autochtones. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Heureusement, depuis, ils ont tous reconnu leur erreur et ont changé leur position. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette déclaration? On va explorer maintenant le cœur de ces 46 articles pour en saisir les principes vraiment fondamentaux. Et là, on touche à ce qui est vraiment pour moi le génie de la DNUDPA. Elle protège l'individu, bien sûr, en garantissant l'égalité et la sécurité pour chacun, comme n'importe quel autre texte sur les droits humains, mais elle va beaucoup plus loin. Elle reconnaît que pour les peuples autochtones, le je ne peut pas vraiment exister sans le nous, le collectif. Elle protège donc aussi les droits collectifs, le droit à la terre, à la culture, à l'autonomie, à ses propres institutions. C'est cette double protection qui en fait un texte si puissant. L'autodétermination. Voilà, c'est le mot-clé. C'est le cœur du réacteur de toute la déclaration. Attention, ça ne veut pas forcément dire créer un nouvel État indépendant. Non, ça veut dire avoir le droit de choisir son propre avenir, de gérer ses propres affaires locales, ses écoles, ses services de santé, de décider du développement économique sur son territoire. En somme, c'est le droit d'être maître de son destin. Et puis, il y a ce principe qui est franchement révolutionnaire, le consentement préalable, libre et éclairé. En clair, c'est la fin de l'époque où un gouvernement pouvait débarquer et dire on va construire un barrage ici, ou on va exploiter une mine là, sans l'accord des premiers concernés. Désormais, les États doivent non seulement consulter, mais ils doivent obtenir leur accord avant de lancer un projet qui impacte leur vie ou leur terre. Ce n'est plus une simple case à cocher, c'est une véritable obligation de partenariat. Bon, tout ça, c'est super sur le papier, on est d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? On va voir comment le Canada, après avoir été l'un des 4 opposants, essaye maintenant de transformer cette déclaration en loi bien concrète. Alors le Canada s'y est mis. D'abord, une loi fédérale qui a vu le jour en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines provinces et territoires n'ont même pas attendu le fédéral pour bouger.
La Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest, par exemple, ont été des pionniers en adoptant leurs propres lois. Le mouvement est donc en marche, à plusieurs niveaux de gouvernement, et l'objectif de ces lois, il est juste monumental. L'idée, c'est de passer au peigne fin toutes les lois du pays, absolument toutes, celles qui existent déjà et celles qui seront créées, pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec la déclaration. C'est un chantier titanesque, un engagement à repenser en profondeur la relation entre l'État et les peuples autochtones. Donc si on prend un peu de recul, au-delà de l'aspect purement juridique, quel est l'impact de tout ça sur ce qu'on appelle la réconciliation? Comment est-ce que cette déclaration dessine l'avenir? On retrouve cette phrase, un cadre pour garantir la survie, la dignité et le bien-être. Pour moi, ces mots résument absolument tout. La déclaration, ce n'est pas juste un texte de loi froid et technique, c'est une promesse. C'est la promesse d'un avenir où les cultures autochtones ne sont pas seulement tolérées ou préservées sous cloche, mais où elles peuvent vraiment s'épanouir, en toute sécurité. Donc voilà, cette déclaration, il faut vraiment la voir comme une feuille de route, pas comme la destination finale. Sa mise en œuvre, on le voit bien, ça demande des efforts constants, un dialogue permanent. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale en fait. Est-ce que la réconciliation, c'est un objectif qu'on atteint un jour, une case qu'on coche, ou est-ce que c'est un cheminement sans fin, un engagement de tous les jours? La question reste ouverte.